Bonjour, bonjour, excellent réveil et merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Et bien sûr, comme d'accoutumé, nous allons un petit peu survoler l'actualité de cette fin de semaine et puis ce début de semaine avec vous. Donc, nous allons recevoir des invités, parler un petit peu de leur contribution dans différents événements, entre autres ce salon qui s'annonce vraiment en grande pompe et très attendu par les amoureux des bulles. Il s'agit du Festival international de la bande dessinée d'Alger qui rouvrira bientôt ses portes, donc à l'occasion justement de la 15e édition dédiée au dessin et justement à tous au 9e art de manière générale. Donc, pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir Jawdet Guessouma, directeur artistique, donc membre de l'organisation du nouveau FIBDA. Il nous parlera de toutes ces nouveautés très attendues des stars de la BD, mais aussi de la littérature, vont prendre part à ce grand événement. Et puis, nous aurons aussi l'occasion de revenir aujourd'hui, ce matin, sur un événement aussi qui est très important pour la société. Il s'agit de la session ordinaire, donc de l'Observatoire national de la société civile, auquel ont pris part de nombreux spécialistes. Nous aurons l'occasion justement de recueillir les propos et le témoignage d'un des participants, excusez-moi, et qui est représentant de la communauté algérienne établie à l'étranger, en l'occurrence Monsieur Nasser Khabat, qui sera avec nous ce matin pour en parler. Dans cette édition de Bonjour d'Algérie, nous aurons aussi le plaisir et l'honneur de recevoir Mohamed Aroua, ce passionné d'histoire de la médecine. Il est d'abord médecin, il est également poète et romancier, donc auteur de plusieurs ouvrages dont on parlera, mais c'est essentiellement son tout dernier livre, Staten Island, donc, qui a été présenté hier au niveau de la Fondation Asla. Dans cette matinale, nous aurons le plaisir de recueillir aussi les propos et aussi le témoignage de participation de la part de M. Rabah Sellami, qui lui travaille sur l'hydrogène et les énergies alternatives. Il a pris part à un séminaire consacré à la mobilité électrique. Nous en parlerons avec de plus amples détails et nous reviendrons par ailleurs par un reportage sur le dernier salon de l'environnement organisé à la SAFEX et parrainé par le ministère de l'Environnement et justement et des énergies renouvelables. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de revenir sur la 2e édition du prix de la Grande Mosquée d'Alger à travers le reportage de Afaf Belouchet qui nous révélera enfin les noms des finalistes de cette seconde édition consacrée à la littérature. Donc, dans cette matinale, n'oublions pas que nous aurons aussi l'occasion de retrouver notre ami Yazidait Mahidine pour ses coups de cœur de la semaine. Et puis, nous souhaitons justement à tous ceux qui viennent de nous rejoindre de passer d'agréables moments en notre compagnie. Le magazine débute toujours par un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amal Aribi et c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Nadia, ça va? Ravie de vous retrouver. Moi de même. Je me suis reposée un peu le week-end, je suis de retour et qu'en est-il de vous? Pareil, oui. Pareil, on a le même rythme. C'est génial, c'est excellent. Ouais. En revanche, vous me dépassez d'un petit peu comme dans le décryptage des cartes, mais les cartes me semblent un petit peu anormales. Il y a beaucoup de pluie en bas et beaucoup de soleil en haut. Exactement. Le contraste. C'est pourtant le désert. Exact. Alors en bas, c'est le désert. Il y a de la pluie et de la brume partout. Voilà. Et en haut, un soleil bien lumineux. Bien résumé. Voilà. Tu as bien résumé, ça va, Nadia. ça se passe bien? Ça se passe bien, oui. Mais en fait, voilà, ce sera jamais aussi bien qu'Amel Aribi. Merci. Que j'invite tout de suite à nous donner la météo du jour. Merci. Merci, Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, comme elle l'a si bien dit, Radia, la pluie, cette fois-ci, sera vers l'extrême sud. Également, le Égard, le Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental, avec un ciel souvent voilé à nuageux, avec des orages qui vont donner quelques pluies par endroit. Et même ces pluies seront parfois localement assez marquées durant la journée.
Par contre, au nord, eh bien, de la brume matinale près des régions ouest, puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée d'ouest en est, également du soleil vers le sud-ouest, le Nord Sahara et les oasis, il y a à noter, des zones de sable du côté de Tindouf, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 34 degrés à Tizi Ouzou, 31 à Alger, 30 Constantine, Batna, Tlemcen, 29 à Annaba et Djelfa, Al Bayod, 27 à Oran, au sud 32 degrés à Biskra, Gardaïa, 30 à Janet, 34 du côté de Tamanrasset, 33 Béchar, 38 Tindouf, 40 degrés à Drari Salah et 42 degrés vers l'extrême sud, plus exactement Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est. Des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est. Et les vents seront du secteur ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Europe où le temps restera nuageux à Londres, également Berlin. Gris et pluvieux à Moscou, Kiev, Istanbul avec des orages, plutôt dégagés à Lisbonne et Rome. Des passages nuageux à Madrid. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 16 degrés seulement à Moscou, 19 à Kiev, 23 à Istanbul, Londres, 28 à Paris, 31 à Lisbonne, 29 à Rome, 24 à Vienne et 32 degrés le maximum cette fois-ci à Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Merci pour toutes ces précisions. J'imagine que votre journée s'annonce bien chargée, n'est-ce Ah bah pas? oui, il y a du boulot. Hein. Vous allez nous donner la météo donc à midi et à 19h. Et bien sûr, vous chapeautez aussi le service météorologie pour la télévision algérienne, Canal Algérie du moins. Enfin, tous les services confondus. Exactement. Voilà, j'ai tout faux. Oui, c'est ça. Mais bon, on est ravis de vous avoir avec nous, en Merci, tout cas en début Nadia. de semaine. On est ravis aussi de vous recevoir dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Et bien sûr, pour récompenser cette patience et puis aussi cette fidélité, tout de suite une belle chanson, une reprise, on dira, d'une chanson très culte chez nous. Il s'agit de Sabra Sharash, reprise par plusieurs groupes, plusieurs chanteurs. Aujourd'hui, c'est la voix de Gerfi qui
Nadia Gerfi, donc il vient de nous interpréter Sabr Ashrash, voilà repris de l'ancienne chanson donc qui a vu le jour avec Tilja Allah Yarhamha. Donc après ce petit retour en arrière, ce flashback sur Sabr Ashrash, nous avons le plaisir de recevoir donc un invité qui va nous parler d'autres énergies, d'autres ressources que recèle le pays à part l'eau. Donc bienvenue à Monsieur Selami. Selami Rabah, donc vous êtes directeur de l'hydrogène et des énergies alternatives auprès du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. C'est bien cela? C'est bien cela. Bonjour d'abord. Merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, on est ravis de vous retrouver ce matin dans la mesure où vous avez été le témoin d'un événement qui est important quand même, qui permet un petit peu de faire le constat de ce qui a été fait en matière énergétique dans le pays. C'était il y a quelques jours, donc mardi dernier, vous avez pris part à un séminaire, c'est bien cela? C'est un séminaire sur la mobilité électrique qu'on sera appelé à développer en Algérie. Et c'était le premier séminaire sur le sujet. Et il a réuni pratiquement tous les acteurs, les experts, les chercheurs, donc qui travaillent sur le sujet. Absolument. Et ça a été l'occasion donc de lancer des discussions sérieuses et ça a permis aussi d'enclencher un échange entre tous ces acteurs-là. Oui. Et c'était l'occasion aussi de présenter quelques travaux dans le domaine. Très bien. Pour le commissariat, nous avons participé par la présentation d'une étude très importante sur les émissions carboniques et l'empreinte carbone du secteur de transport en Algérie et de comment décarboner ce secteur. Oui. À travers l'utilisation des différentes modes et technologies qui peuvent donc aider à réduire l'empreinte carbone de ce secteur. Il faudrait rappeler que le secteur de transport est un secteur consommateur de beaucoup d'énergie et particulièrement des carburants et donc il est responsable d'une part importante des émissions carboniques du pays. Actuellement, nous sommes à peu près à 30% de part d'émissions carboniques pour ce secteur par rapport aux émissions globales du pays. Et donc, beaucoup moins que d'autres pays, il faut le souligner quand même. Il y a des pays qui sont beaucoup moins. L'Algérie, il faut le préciser, l'Algérie contribue très très peu en matière d'émissions carboniques. Notre part est inférieure à 0,5%. Vous voyez, c'est ce que je pensais et c'est ce qui explique un petit peu, c'est ce qui valorise tous ces efforts qui sont consentis à l'effet justement d'apporter encore plus à cette réduction des effets de carbone. Donc, tout à fait, mais ça rentre dans un contexte beaucoup plus global. C'est parce que l'Algérie est aujourd'hui active en matière de transition énergétique. Et donc, on est en train de lancer et accélérer cette transition énergétique à travers plusieurs actions et programmes et politiques d'ailleurs. Et donc, on a deux aspects importants sur lesquels nous sommes en train de travailler. L'efficacité énergétique pour réduire la demande en énergie et économiser de l'énergie. Et nous avons aussi un autre aspect très important, celui de développement et d'accroissement de la part des énergies renouvelables dans notre système énergétique. Mais les énergies renouvelables à elles seules, comme tout le monde sait aujourd'hui, ne vont pas suffire pour enclencher cette transition énergétique. Et là, vient l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert, qui va soutenir ces énergies renouvelables simplement parce que c'est un vecteur énergétique qui offre beaucoup plus de flexibilité en matière de stockage des énergies renouvelables parce que par rapport à leur intermittence, les énergies renouvelables ne couvrent pas
les besoins de toute la journée, par exemple, oui. parce que nous avons, si on prend l'exemple de l'énergie solaire, nous avons de l'énergie pendant la journée, mais pendant la nuit, en absence du soleil, on n'a pas de l'énergie. Et donc, l'hydrogène vert qui est produit à partir de l'électricité renouvelable et de l'eau, donc nous permet de régler ce problème. Très bien. Il y a aussi un autre aspect De maintenir important. un petit peu la consommation et la continuité de cette, Exactement. de Donc cette énergie emmagasinée pendant la journée tout au long de la nuit. tout à fait. Mais il offre aussi d'autres avantages en matière de décarbonation des secteurs qui sont très difficiles à électrifier. Si on prend l'exemple du secteur du bâtiment, de l'industrie et du transport, qui est très difficile à électrifier, et là donc l'hydrogène vient pour offrir des solutions en matière de production de chaleur à des niveaux de température très élevés. Et là, donc, il va pouvoir décarboner des secteurs demandeurs de chaleur à haute température, comme l'industrie de l'acier, par exemple, comme l'industrie du ciment, l'industrie du verre. Il y a aussi d'autres... Qu'en est-il du terrain? Comment ça se passe? Est-ce qu'on évolue à une bonne cadence vers cette hydrogénisation? Voilà, Actuellement, il faut dire que l'Algérie a pris le train au début. Et donc, nous sommes déjà en avance en matière de préparation des conditions favorables pour le lancement de la filière. Et là, donc, suite aux instructions de Monsieur le Premier ministre, un groupe de travail a été créé. C'est un groupe de travail constitué de tous les acteurs et parties prenantes de la filière, donc des ministères, des agences, et c'est un groupe de travail dont les travaux ont été coordonnés par le ministère de l'Énergie. Ce groupe de travail a élaboré déjà la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène et une feuille de route pour donc la mise en œuvre d'actions concrètes selon donc plusieurs phases. Donc nous avons déjà la première phase à court terme, nous avons une deuxième phase à moyen terme et à long terme. Donc actuellement on a déjà commencé la mise en œuvre de cette feuille de route par déjà le lancement d'un chantier pour préparer le cadre réglementaire et normatif nécessaire déjà au lancement de la filière. Et puis, il y a aussi d'autres actions qui sont en cours, comme l'étude de lancement de projets pilotes et de démonstration pour déjà tester les technologies, pour aussi renforcer nos capacités en matière de maîtrise de ces technologies et de maîtrise des projets dans la filière. Et donc, cette feuille de route exige que nous allons travailler à l'avenir sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, c'est-à-dire à partir de sa production, en utilisant les énergies renouvelables et l'eau, jusqu'à son transport, son stockage, et à l'avenir, à long terme, on va travailler sur les usages. Et donc, on va introduire l'hydrogène vert dans les secteurs d'activité prioritaires qui sont l'industrie, notamment l'industrie hydrocarbures, donc dans la pétrochimie. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en train d'utiliser de l'hydrogène gris, qui est producteur de quantités importantes de carbone. Et on sera appelé donc à réduire la part de l'hydrogène gris dans cette industrie. Nous avons une industrie aussi très importante, la production de l'ammoniac. Actuellement, l'Algérie produit annuellement quelque chose comme 3 à 4 millions de tonnes d'ammoniac, et on sera appelé à l'avenir à verdifier cette industrie. Et cette feuille de route... Donc, parce que c'est quand même... l'ammoniac n'est pas très apprécié par les économies vertes.
L'ammoniac gris, oui, il n'est pas D'accord. très apprécié parce qu'il est responsable d'émissions carboniques. Mais l'ammoniac vert, au contraire, il y a une très forte demande qui est en train de se constituer autour de ce produit. Et à l'avenir, il y aura un marché très très important, notamment à l'échelle de la région européenne. Il y a une très forte demande et l'Algérie donc envisage de se positionner sur ce marché de l'ammoniac vert et de l'hydrogène vert. Il faut préciser que l'Algérie est un acteur énergétique très important dans le monde et l'Algérie veut continuer à avoir cette position en tant que fournisseur énergétique fiable et durable. Absolument. Et donc, en tout cas, la dernière crise ukrainienne nous a révélé un petit peu l'importance de la position de l'Algérie dans cet échiquier, en tout cas. Tout à fait. L'Algérie a joué un rôle crucial en la matière. Absolument. Avant de poursuivre, M. Selami, je voudrais juste préciser que l'instance dans laquelle vous êtes, à laquelle vous êtes affilié, je dirais, donc ce commissariat travaille de concert avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'il est directement rattaché au bureau de Monsieur le Premier ministre, parce que c'est dire un petit peu l'importance de vos conclusions, l'importance de votre travail de concertation par rapport à l'efficacité énergétique. Tout à fait. Par rapport à l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et toute la transition énergétique. D'ailleurs, le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique est une institution publique rattachée au service du Premier ministre. Elle a été créée en 2019 justement pour accompagner toute la politique de l'Algérie dans la transition énergétique. Et nous avons une mission importante qui est le suivi et l'évaluation des politiques et des programmes et des stratégies en la matière. Nous sommes chargés aussi d'élaborer des rapports annuels par rapport à ce sujet et aussi nous sommes appelés à faire des études et des analyses et on fait de la veille aussi à l'international. Et donc on voit le rôle du commissariat dans la réussite de cette transition énergétique. Très bien. Une transition, on terminera avec cette idée, M. Selami, qui passera aussi par la mobilité électrique. Et l'Algérie a déjà pris le train en marche par rapport à cela et elle continue de fournir des efforts. On finira par avoir une voiture électrique peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, déjà, certains transports publics sont passés à l'électrification. Tout à fait. D'ailleurs, l'Algérie a consenti beaucoup d'efforts en la matière, notamment ces dernières années, par l'électrification déjà des lignes pour le transport par train. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres modes de transport qui ont été développés et qui sont en cours de développement actuellement, comme le métro par exemple. Il y a d'ailleurs un projet d'extension du métro d'Alger. Il y a un autre projet à long terme de la création d'un métro au niveau de l'ouest de l'Algérie. En matière de développement du tramway qui utilise de l'électricité et qui est un moyen très propre en matière d'émissions carboniques. Plusieurs tramways ont été développés dans plusieurs régions de l'Algérie. Celui de la ville d'Alger est le plus important et le plus long, mais nous avons d'autres au niveau Sétif, Sidi Bel Abbès, Oran. Même au sud de l'Algérie, nous avons au niveau de Ouargla un tramway qui est en train de circuler utilisant de l'électricité. Il faut noter que l'étude qu'on a élaborée dernièrement sur le sujet a montré que ces modes de transport sont des moyens très propres comparés aux autres modes de transport routier. Voilà, en espérant que l'Algérie évolue aussi, et c'est en cours aussi pour le développement de cette énergie alternative puisée du soleil, donc l'énergie photovoltaïque.
Donc, merci infiniment. Donc, Merci à vous. cette année, cette semaine en particulier a été un peu réservée aux énergies renouvelables et à cette réflexion sur l'avenir environnemental en Algérie. On atteste un salon que vous avez certainement visité, le salon de l'environnement, qui a été organisé par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables au niveau de la SAFEC, c'est pas maritime. Donc ça, là aussi, la réflexion a été vraiment enclenchée par rapport à l'avenir de l'Algérie dans ce domaine en particulier. On vous remercie en tout cas, avant de découvrir justement les coulisses de ce salon. Merci Je vous à vous. remercie, Monsieur Labassellami, d'avoir été avec nous, vous qui êtes, je le rappelle, directeur de l'hydrogène, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique auprès vous allez le dire vous-même. Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Merci infiniment. Donc, Imen Lerari nous permettra dans un instant de découvrir justement les coulisses de ce salon dont je viens de parler. Nous retrouverons tout de suite après notre prochain invité. Restez avec nous. À l'heure où les enjeux environnementaux liés au dérèglement climatique, la transition vers les énergies renouvelables s'impose plus que jamais. Dans ces stands, plusieurs startups proposent des solutions novatrices pour la préservation de notre planète, à l'instar de cette micro-entreprise qui a développé un tuyau d'irrigation souterrain offrant une solution durable pour les agriculteurs. Our product is a subsurface irrigation hose. Nous avons lancé notre entreprise cette année. Ce tuyau est fabriqué entièrement à partir de matériaux recyclés. Il permet non seulement une utilisation rationnelle de l'eau dans l'irrigation en l'apportant directement à la racine, mais assure également une croissance saine des cultures tout en réduisant les mauvaises herbes. Improve yields, crops yields, and weed elimination. Spécialisé dans le tri et le recyclage, Revadex est devenu en 3 ans seulement leader dans son domaine grâce à son approche innovante. Notre service il comprend l'installation des bacs que vous voyez là-bas derrière vous et aussi l'accompagnement de l'entreprise. Et non seulement ça, mais on peut fournir des bilans quant à l'empreinte carbone et la quantité de déchets qui a été collectée de la part de l'entreprise cliente. Alors pour faciliter le geste de tri et le suivi de l'engagement environnemental de notre entreprise cliente, ce qu'on fait c'est quoi? C'est la digitalisation de la donnée. Éco-responsables et résolument engagées, ces entreprises révolutionnent le paysage énergétique en offrant des solutions pour un avenir plus proche et résilient face aux défis du dérèglement climatique. Et oui, l'Algérie a plusieurs défis à relever. Des défis qui impliquent justement l'action de tous et qui justement se reflètent à travers des réunions de concertation et des événements organisés ici et là à l'effet justement de regrouper toutes les bonnes idées en faveur d'une évolution qualitative de notre pays. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de revenir sur la session ordinaire de l'Observatoire national de la société civile. Y a pris part justement hier M. Nasser Khabat, notre invité en cette matinale, qui lui s'occupe justement de la communauté algérienne installée à l'étranger. C'est bien cela? Bonjour, oui, bonjour, tout à fait. Ravi de vous retrouver dans la matinale. Honoré aujourd'hui d'être parmi vous. Bonjour à toute l'Algérie, à toute la communauté des Algériens dans le monde. Vraiment ravi. Vous pouvez peut-être témoigner par rapport à cela, mais j'imagine que la communauté, par nostalgie, a besoin de voir, de s'identifier aux images diffusées par Canal Algérie. Donc on est, voilà, une petite passerelle, un peu comme vous. J'oserais vous dire, chère dame, c'est pas une petite passerelle, c'est une grande passerelle, oui, qui donne tous les jours et surtout dans votre émission du lien avec la communauté, du lien avec le pays, de l'énergie positive. Vous envoyez ce soleil qu'on a d'Algérie, cette fraternité qu'on a tous les jours à travers les écrans, et je vous dis encore merci. En tout cas, à travers vous, on salue toute la communauté algérienne installée à l'étranger et donc qui connaît ses représentants auprès de cette organisation qui est l'Observatoire national de la société civile, donc qui était réuni hier en session ordinaire, n'est-ce pas? Tout à fait, donc c'est l'Observatoire national de la société civile. Pour expliquer à nos compatriotes, c'est un organe qui a été créé par le président de la République à travers la nouvelle Constitution. C'est un organe qui a pour inspiration, vocation de libérer les forces de la société civile à travers l'expression, et la communauté nationale dans toutes ses composantes, et dont la communauté des Algériens qui vivent en France mais dans le monde, en Afrique, au Canada,
en Amérique du Nord et dans tout, sont censés être aussi sont une partie intégrante de la communauté nationale. Absolument. Et de ce fait, les besoins sont précis de cette communauté. Nous sommes finalement, les Algériens du monde, une vraie force économique, politique, sociale, culturelle, sportive, mais nous devons aussi nous organiser au mieux et l'Observatoire est là aussi pour apporter des préconisations, pour apporter des conseils, de manière à ce que notre communauté dans le monde soit visible et elle soit finalement force de cette Algérie qui a toujours été une et indivisible. Absolument, une force de proposition qui a son poids dans cette concertation nationale et qui permet justement de transmettre plus rapidement peut-être les doléances, peut-être aussi l'évolution des choses un peu partout dans le monde. Bien sûr, vous l'avez bien dit à juste titre, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui le temps c'est l'énergie et c'est la réussite des projets le temps. Il faut aller vite et pour bien faire, il faut que les informations et l'information remontent très vite. Et aujourd'hui, notre communauté nationale à l'étranger, en l'occurrence une communauté très forte, je vous le disais, doit s'organiser au mieux parce qu'on voit bien que cette nouvelle Algérie qui se construit, avec toutes ces forces, toutes ces familles, toutes ces mamans, tous ces papas qui sont algériens, sont en eux porteurs de cette réussite, mais on pourra être porteur collectivement que si cette Algérie s'organise autour de sa communauté à l'étranger, elle fait monter les doléances de manière à ce que chaque Algérien, là où il se trouve, quoi qu'il fasse dans la vie, puisse trouver sa place et en même temps garder le lien avec l'Algérie, la mère patrie, de façon à ce que les générations à venir puissent toujours être algériennes dans le sang et dans l'esprit. Il y a toujours une dominante dans un débat, il y a toujours une dominante dans une rencontre. Quelle a été celle d'hier ? Celle d'hier, c'est la détermination à l'Observatoire finalement à rendre visible l'espace de la société civile algérienne dans toutes ses composantes. Je crois qu'aujourd'hui, ce projet de cette nouvelle Algérie que nous devons ensemble construire, c'est un projet qui avant tout remet au corps des décisions, au corps du projet, l'Algérien et l'Algérienne dans toutes ses composantes. Et ça, je crois que c'est important de revenir à ce fondamental qui est le garant finalement d'une Algérie pleinement forte, pleinement épanouie et qui trouvera finalement son chemin vers la réussite. Très bien. Donc, depuis quelques années, en fait, vous êtes un acteur très dynamique au sein d'une instance. Vous êtes secrétaire général actuellement du mouvement dynamique des Algériens de France, le MOUDAF. On a vu justement le nom apparaître à l'antenne il y a un instant. Donc, ça aussi, c'est une belle dynamique, une belle synergie qui permet aussi de fusionner tous les efforts en terre de France. Alors exactement. Donc le MOUDAF est né finalement, est né sur l'inspiration et sur la période où le Hirak en Algérie était très présent. D'accord. L'Algérie, à juste titre, les Algériens d'Algérie ont soumis et ont exprimé, mais d'une manière très civique et très citoyenne, le désir et le besoin de changement radical. On a été un exemple du monde. Des millions d'Algériens dans les rues d'Alger, dans les rues de toute l'Algérie, pacifiquement, ont exprimé. Et le MOUDAF est né à cette période. Et on s'est dit Il a rentabilisé un petit peu cette fédération. On s'est dit quoi? On s'est dit que finalement, exprimer un changement et un désir de changement, oui, mais l'exprimer en étant citoyen et en étant acteur et force de proposition. Donc le MOUDAF, qui s'est installé d'abord, qui est né à Lyon, dans la communauté lyonnaise. Après, il a pris ses repères aussi et sa force à Marseille, prochainement à Paris, et notamment sur l'ensemble du territoire. Ce sont des forces de cadres algériens, de citoyens et citoyennes algériennes qui, ensemble, nous travaillons ensemble, nous nous rencontrons, nous faisons des grandes rencontres avec des centaines de cadres pour exprimer, pour canaliser et pour finalement nous rendre visibles, parce qu'on sait très bien que l'Algérien seul est fort, mais l'Algérien uni est beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. D'accord. C'est un travail aussi qui est en faveur du renforcement de l'identité algérienne. Ah oui, alors ça, pour nous, c'est un postulat qui est très important parce que finalement, les générations qui sont passées, qui nous ont laissé un riche héritage, en l'occurrence, je pense à ces hommes et ces femmes qui, depuis le 1er novembre 1954, ont rendu à l'Algérie sa souveraineté, et cette histoire profonde, forte de sa mémoire doit construire notre identité et doit préserver l'identité algérienne pour les générations à venir. Et vous comprenez aisément que si le travail n'est pas fait de transmission de cette mémoire forte de notre histoire, personne ne pourra le faire si ce n'est que les Algériens et les Algériennes eux-mêmes dans l'éducation, dans le quotidien. Et le MOUDAF a pour vocation de renforcer
cette identité qui est forte et qui fait finalement notre force et notre algérianité. Il y a aussi des efforts qui sont consentis dans le domaine humanitaire, bien sûr, en faveur des plus défavorisés. Vous y avez pris part, donc vous avez été coordinateur aussi sur pas mal d'actions en faveur de réfugiés, par exemple. Oui, je reprends cet esprit du 1er novembre 54 qui a fait de l'Algérie finalement la Mecque sur la terre, des révolutionnaires et surtout des esprits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est très important. Et effectivement, humblement, à travers le CNAS-PS, à l'époque, c'était le président, c'était M. Mahrez Lamari, qui nous a initiés, qui nous a invités à venir sur les camps de réfugiés. Et de cette première visite, nous avons organisé un comité d'Algériens de France. Et régulièrement, pendant plusieurs années, nous avons tissé des liens avec les camps de réfugiés sahraouis. Nous sommes allés à Laayoun, Dakhla, Smara, et on a créé des liens, tissé des liens, de manière aussi à faire connaître la cause sahraoui, qui est une cause noble, et qui est une cause comme la cause palestinienne, auquel nous devons garder force et honneur, parce que nous savons très bien que ce sont des causes qui, un jour, trouveront leur salut et leur souveraineté. L'aboutissement donc d'une lutte voilà, effrénée. Et donc vous y avez pris part donc, pendant 5-6 ans, hein, ça a été tout à fait, les déplacements, les allers-retours. Pendant 7 ans, on a eu cet honneur, je voudrais vous dire, parce que finalement comme disait Nelson Mandela, être libre, c'est bien, mais de rendre un peu libre, c'est encore mieux. C'est-à-dire que nous devons nous avons notre combat de la souveraineté des pays qui sont encore les dernières colonies, telles que le Sahara occidental ou la Palestine par exemple aussi, qui fait des Algériens et des Algériennes finalement un lien transversal qui nous donne honneur de cette force d'être sur des postulats et sur des combats nobles. Et je pense que ce sont des idées fortes qui ont été communiquées par notre président de la République lors de la dernière rencontre de l'ONU, donc dans cette prestigieuse instance. Donc le président de la République n'a pas omis de rappeler justement cet attachement à ces peuples en lutte. Du haut du nouveau siège à l'ONU, Monsieur le Président de la République a finalement rappelé que l'ONU, cette instance de droit, doit faire appliquer le droit là où il se trouve et là où il est surtout violé. Et aujourd'hui, on viole le droit pour les Palestiniens, on viole le droit au Sahara occidental. Et Monsieur le Président, dans toute sa noblesse et dans tout son discours, a rappelé finalement ce postulat et nous a honoré aussi que finalement l'Algérie retrouve aussi cette aura à l'international qui rend finalement et qui demande justice là où elle n'est pas appliquée. Est-ce que vous avez le sentiment au sein de l'Observatoire national qu'il y a justement vos semblables et des personnes très préoccupées par l'avenir du pays dans cette société civile? Oui, alors nous sommes 50, 25 femmes, 25 hommes, une parité absolue. C'est représentatif sur le point de vue sociologique, sur le point de vue géographique, et on a tous, mais je pense que c'est comme la majorité des Algériens, tous cette volonté, ce désir et cette force d'apporter une contribution à ce changement, à cette Algérie nouvelle qui se construit. Nous avons des grands rendez-vous, les Algériens ont de grands rendez-vous, mais je profite de ce plateau pour dire aussi que chacun d'entre nous, chaque citoyen, chaque citoyenne algérienne dans son quotidien est aussi responsable et aussi porteur de cette réussite, parce qu'on ne peut pas décliner du haut. Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune ne peut pas tout seul, le peuple tout seul ne peut pas. C'est un ensemble de chaque personne, chaque citoyen a son rôle. C'est une longue chaîne, effectivement, où chacun a son rôle, chacun maillon doit jouer son rôle, son maillon. Et je crois que c'est cette prise de conscience collective que nous devons avoir, parce que le projet de la nouvelle Algérie qui s'inscrit dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, dans notre rêve, je veux dire, oui, il sera réalisable que si chaque Algérien, chaque Algérienne, citoyen assume sa responsabilité. Chacun d'entre nous, nous sommes une pierre de cet édifice, nous sommes cette pierre qui va construire cette nouvelle Algérie et personne ne peut se dédouaner. Nous avons tous des responsabilités et finalement aujourd'hui, l'Algérie a apporté. Et aujourd'hui, c'est chaque citoyen algérien et chaque citoyenne algérien doit apporter à sa nation aussi. Ça, c'est important de le développer. Il y a un adage populaire qui dit « Yed ma tsafaq », effectivement. Oui, Yed ma tsafaq, c'est clair. L'union fait la force. Voilà, j'espère que les recommandations de cette année vont pouvoir justement apporter ce plus très attendu par l'Observatoire national de la société civile. On a été ravis, en tout cas, de vous recevoir aujourd'hui, M. Nasser Khabat, pour justement ce témoignage ô combien précieux
sûr. C'est moi, je suis ravi. travers. Je salue toute la communauté nationale algérienne et naturellement toute la communauté algérienne de France et dans le monde, en vous disant tout simplement, nous sommes une nation forte, unie. Nous sommes une nation qui avons prouvé dans le passé que unis nous sommes forts. Nous avons été finalement, le repère des grandes révolutions. Aujourd'hui, nous avons une révolution à faire, c'est la révolution citoyenne pour apporter une contribution à notre pays, à la construction de ce pays. Et je conclus par cette phrase que j'aime, qui est magique. Tahia al-Jazair. Oui, Tahia al-Jazair, ou alors, bon, parfois les jeunes aussi ont leur manière de le dire. One, two, three, vive l'Algérie, pour la jeunesse aussi algérienne qui est très vive. Absolument. Mais ça, vous avez raison. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller à la Grande Mosquée de Paris? Oui, bien sûr. C'est une grande institution aussi fédératrice qui permet aux Algériens de tous bords, aux Maghrébins aussi, de s'y retrouver. J'oserais vous dire que la Grande Mosquée de Paris, pour les Algériens, au-delà du culte, bien sûr, ça c'est le lieu de culte, mais pour les Algériens, c'est aussi un repère et un père de l'histoire algérienne. Et je crois que cette Grande Mosquée de Paris aussi, elle est un peu la boussole de la communauté des Algériens de France et du monde. Et je crois que c'est un beau et magnifique cadeau que d'avoir cette Grande Mosquée à Paris, au centre de la capitale, de manière à ce que nous rappelons bien que les Algériens sont bien là, on est bien au cœur de la capitale, et nous le restons, et nous sommes forts et fiers d'être... Et la Grande Mosquée de Paris a instauré depuis déjà 2 ans, donc voilà, on en est à la seconde édition d'un grand événement littéraire. Le prix de la Grande Mosquée d'Alger pour la littérature est décerné chaque année à des pointures de la littérature et dans 2 spécialités ou dans deux domaines spécifiques. On s'intéresse au roman, on s'intéresse à l'essai dans ce prix et on connaît enfin les finalistes de cette année. On va les découvrir ensemble. D'abord, on vous remercie, on vous souhaite un bon voyage de retour. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et à travers vous, encore une fois, on salue toute la communauté algérienne installée à l'étranger. Vous êtes leurs représentants au sein de l'Observatoire de la société civile. Et tout de suite, on va, par la magie de l'image, rejoindre Afaf Belhouchet au niveau de la grande mosquée d'Alger. Bon, ce n'est pas indirect, mais elle revient justement sur cet événement dont on vient de parler, un événement littéraire qui met en relief des talents dans le domaine de l'essai et du roman. C'est parti. C'est une 2e édition qui confirme au prestigieux prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris son statut d'événement incontournable marquant la rentrée culturelle. Un jury de renom et une sélection de candidats talentueux réunis dans un but, promouvoir la connaissance de la civilisation musulmane en Occident. Vraiment des aspects riches, divers autour de la culture musulmane pour permettre à ceux qui aujourd'hui ignorent un peu ce qu'est aujourd'hui la richesse de l'islam de découvrir ces aspects politiques, sociologiques, philosophiques. Et merci au recteur d'avoir eu cette très belle initiative. Et dans la catégorie roman, c'est un ouvrage émouvant dépeignant l'immigration avec une sincérité désarmante qui a décroché le premier prix. Si j'avais un franc, signé par le journaliste et primo-romancier Abdelkrim Saifi. Mes parents sont algériens, de Biskra, ils sont venus immigrer en France et le fait d'être honorés ici, ça ravive leur mémoire et donc c'est une lumière qui se pose sur eux et ça c'est la plus belle chose qu'on peut rendre à ses parents. Autre moment fort de la soirée, celui de la remise de prix dans la catégorie essai sur la civilisation musulmane. Ahmed Messoud a été chaleureusement acclamé pour son essai intitulé « Notre liberté ». L'islam appartient à ceux qui croient profondément que notre religion est une religion de paix, de tolérance et non une religion d'extrémisme. Notre religion ne peut être prise en otage par une poignée de personnes. Un message porté avec argument théologique à l'appui par l'invité d'honneur de cette cérémonie de remise de prix, Mohamed El Aïssa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui a animé un dialogue interreligieux organisé par la Grande Mosquée de Paris. Nous sommes très honorés de prendre part à cette rencontre. Je saisis cette occasion pour remercier, au nom de la Ligue du monde musulman, le recteur de la Grande Mosquée de Paris pour les efforts fournis dans le but de réaliser les objectifs de la Grande Mosquée de Paris, qui est devenue aujourd'hui un des bastions de l'islam en France et en Europe. L'islam est une religion ouverte à tous, que c'est une religion de la fraternité. Et je crois que le message de son Excellence, M. Mohamed El Aïssa, est identique à celui de la Grande Mosquée de Paris.
Un dialogue constructif qui s'est prolongé lors d'un dîner fraternel en présence des ambassadeurs d'Algérie et d'Arabie Saoudite en France. Une soirée dédiée à la littérature, au dialogue et à la promotion de la civilisation musulmane, transcendant les barrières culturelles et religieuses. Et nous parlerons de littérature dans la séquence suivante avec la présence parmi nous d'un auteur qui a présenté son tout dernier ouvrage hier devant un public et des lectorats qui ont assisté à cette présentation au niveau de la Fondation Asla. Il s'agit donc de monsieur Mahmoud Arwa qu'on a plaisir à recevoir ce matin pour présenter justement également chez nous Staten Island. Oui, bonjour. Alors, je vous donne un petit résumé pour mettre en... Un résumé déjà de la rencontre d'hier. Oui, ça s'est bien passé. Ça va, le public est venu nombreux, j'espère. C'était une petite salle quand même, mais c'était intéressant, surtout les échanges avec les lectorats. C'est toujours enrichissant de discuter avec eux, pour voir le retour après. Surtout certains avaient déjà lu le livre. Donc on avait bien discuté sur le... C'est vrai que chaque auteur a son moment de solitude au moment de l'élaboration ou de l'acheminement vers la fin d'une histoire ou d'un roman ou d'un livre ou d'un essai, d'une nouvelle. En fait, vous avez testé tout ça. Vous êtes poète, vous écrivez des essais, des nouvelles, vous êtes conférencier également, mais vous écrivez des romans. Donc voilà, est-ce que vous avez le trac quand vous rencontrez votre lectorat ? Parce que quand on écrit d'abord tout seul. Oui, bien sûr, c'est la solitude. On fait des recherches, il faut qu'on soit dans le calme. C'est-à-dire quand on écrit, on met sur papier tous les événements importants qui nous ont marqués, l'expérience personnelle, le vécu, tout ça. Et quand on est avec le lectorat, on présente notre livre, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est de discuter avec eux pour ceux qui l'ont lu. Et là, on voit comment ils l'ont apprécié. Et c'est un plaisir, parce que le plaisir de l'auteur... J'ai fait une bêtise, excusez-moi. Le plaisir de l'auteur, c'est aussi quand le lecteur est content qu'il apprécie le livre. Oui, bien sûr, j'imagine un petit peu votre bonheur lors de ces échanges où vous avez déjà donné vie à des personnages comme dans Staten Island, donc notamment 2 protagonistes exceptionnels, donc qui sont décrits de manière tellement poignante qu'on peut lire ce livre d'une seule traite. C'est tellement fluide, l'histoire suit son cours et il y a des voyages dans le passé, dans le présent. Et on va maintenant résumer justement le livre. On va raconter cette belle histoire d'amour. Oui. Donc c'est la rencontre entre 2 personnes que 1000 années séparent. C'est-à-dire, d'une part, il y a une jeune princesse, Oulia, qui a vécu à Bagdad au 9e siècle. Oui. Et Alex, un universitaire qui vit aujourd'hui à New York, Staten Island, et qui enseigne l'histoire de l'art. Il prépare sa thèse sur l'histoire de l'art islamique. Et tous les 2 passent par une période difficile. Elle a perdu son mari et lui, c'est sa femme. Et cette rencontre va se faire grâce à une bouteille jetée à la mer. Et dans cette bouteille, il y a l'âme de Oulia, la princesse. Donc la rencontre va se faire comme ça. Et on peut imaginer la complexité de l'histoire quand la princesse va se réveiller dans le corps de la femme d'Alex. Voilà, et le scientifique, j'essaie de tenir le livre en même temps, on va essayer de montrer Staten Island. Et donc, le scientifique que vous êtes, le médecin que vous êtes, n'a pas omis d'intégrer quand même des éléments qui font référence à la science. Il y avait un alchimiste qui a permis cette transition d'une âme vers une bouteille. Oui, c'est-à-dire en tant que médecin, un écrivain, l'inspiration, elle vient de deux mondes différents. D'une part, il y a l'influence du milieu dans lequel je travaille et j'évolue. Il y a la métier qui enrichit l'imagination, le contact avec les patients, tout ça, leur vécu, leur souffrance, leur bien-être aussi. Il y a aussi le mode extra-professionnel. C'est tous les événements qui ont forgé ma vie, tout ce que les rencontres, les lectures, depuis la naissance jusqu'à... C'est les 2 qui nourrit un petit peu votre fusionnent et qui fait qu'on trouve toujours dans les écrits d'un auteur
c'était tout ce qui s'est passé dans sa vie. En tout cas, grâce à un personnage, un des protagonistes du livre, Leia en l'occurrence, qui vient de Bagdad 1000 ans avant et qui se retrouve propulsée au XXIe siècle dans le corps d'une occidentale et qui se retrouve avec Alex, ce jeune étudiant qui est aussi très épris de la culture orientale dans la mesure où il en a fait son objet de recherche, n'est bien ça? Oui, c'est ça. Je me suis mis à la place de Leia qui se retrouve au XXIe siècle, elle va se poser des questions, elle va voir le monde d'un autre... C'est un autre prisme, c'est celui de son époque. Et pour lui, c'est un chercheur en histoire. Quel est le summum du plaisir pour un chercheur, pour un archéologue par exemple? C'est quand il découvre un monument ancien, un monument ou des vestiges, tout ça. Et lui, en tant que chercheur sur l'histoire de l'art de l'islam, il va voir un personnage vivant qui vient du passé et qui vient à lui. Donc il ne peut pas trouver mieux que ça. Oui, un véritable témoin précieux de cette époque lointaine. Et puis c'est vrai que c'est un très bel hommage aussi à la femme musulmane. Et à cette époque-là, elle avait accès au savoir aussi autant que les hommes. Donc elle, Leia, est très imprégnée des sciences de son époque. Oui. Elle était justement, c'est une femme qui est intelligente, qui a étudié les mathématiques, la médecine, l'astrologie. Elle faisait du sport, l'équitation, les sports de combat. Et même dans le livre, on retrouve parfois, il y a de l'humour, elle se moque même de lui et d'Alex, puisqu'elle est plus... et elle s'adapte, même l'adaptation, elle est plus facile pour elle. Oui. Le fait qu'elle ait beaucoup de connaissances, elle va progressivement s'adapter, mais de façon rapide. Oui, c'était la manière d'éduquer les princesses à l'époque, de leur donner énormément de possibilités dans la vie. Et voilà, c'était une vie de rêve, la vie des palais à l'époque. Oui, c'est pour ça que ça a influencé Alex. Il était amoureux des contes des Mille et une nuits et depuis son jeune âge, il était accroché à ça. Très bien. Donc vous n'avez pas été à New York, il paraît. Donc vous nous parlez de ce... Je l'ai visité virtuellement. De Staten Island, donc c'est un des départements de New York et Staten Island, New York, il y a 5 départements. Il y a le Manhattan, le Brooklyn, Bronx, le Queens et Staten Island. Mais Staten Island, elle est à l'antipode de Manhattan. Il n'y a pas de building, il n'y a pas de grandes gratte-ciel. C'est uniquement des maisons pittoresques, il y a des musées, des parcs, des jardins. Et même la mentalité des habitants de Staten Island, c'est différent de ceux de Manhattan. D'accord. Et lui, Alex, il a vécu dans ce milieu. Il a eu beaucoup de problèmes, Oui. Il faut dire aussi que Staten Island était un centre d'enfouissement de tous les débris pendant des années, des débris de New York. C'est un quartier assez particulier, on dira. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, dans un moment de désespoir pour les deux protagonistes, il y a une lueur d'espoir. Et cet optimisme fait toute la beauté de cet ouvrage qui va permettre au lectorat de découvrir, une très belle histoire d'amitié qui est naissante, etc. On pourra même dire que c'est l'amour avec un grand A qui naît d'un moment de désespoir. C'est ça. C'est-à-dire, quel que soit... C'est un message d'espoir, bien sûr, mais c'est-à-dire, quelle que soit l'époque où on a vécu, ou quel que soit le continent où on a vécu, la souffrance est toujours la même. La souffrance de l'homme est toujours la même. Ses espérances sociales sont toujours les mêmes. Oui. Et là, ce que j'ai mis en 4e de couverture, c'est que quelle que soit leur différence, quelle que soit l'époque où ils ont vécu, ils doivent réapprendre à vivre. Le fait qu'ils souffrent tous les deux, est-ce qu'ils vont sombrer dans le désespoir ou se reprendre? Ou est-ce qu'ils vont repartir parce qu'on ne sait pas ce que le destin nous réserve. Elle pensait qu'elle allait être perdue, et lui aussi. Et là, il faut que le destin, il y a un coup de baguette magique qui fait qu'ils se rencontrent après 12 siècles d'errance. C'est à ce moment-là que toute la magie opère dans votre livre. C'est cette idée que vous avez trouvée de réserver une âme pour un futur inconnu. Et comme par hasard, il fallait que cette âme renaisse dans un corps de mourante. C'est ça. L'idée est impressionnante. Si je rappelle un peu l'histoire de Leia,
Elle venait de se marier avec le prince Zayd Ibn Abdelrahman. Ça a duré 8 mois ou 9 mois et il est tombé malade. Il a eu une maladie incurable. Et elle ne pouvait pas vivre sans lui. Oui. Elle voulait se donner la mort. Mais elle voulait trouver un moyen, comme c'est interdit par la religion, un autre moyen. Donc elle est allée voir le célèbre alchimiste. Oui. Et c'est lui qui lui a proposé il va lui donner une potion pour que sa mort soit naturelle, mais son âme, il va la garder. Il va la mettre dans une bouteille et la jeter à la mer. Et pour elle, c'est comme si c'est une aiguille dans une botte de foin. Pour elle, c'est sûr qu'elle va se perdre cette bouteille. L'âme va se perdre et finalement elle échoue sur une plage de Staten Island. Au bon moment. Au bon moment où Alex passe par là. C'est très bien. On ne va pas raconter tout le livre, c'est clair. Mais Staten Island, donc 285 pages pleines de passion, captivantes, donc qui se lisent, je le disais tout à l'heure, d'une seule traite et qui vous permettront justement de découvrir l'issue de cette belle rencontre, séparation de 1000 ans entre les protagonistes du livre. C'est ce qu'on va vous dire et pas plus en tout cas. On va rappeler en tout cas tout votre intérêt pour la science aussi. Vous êtes médecin à la base, anesthésiste et réanimateur et vous exercez toujours votre métier, mais la passion littéraire est là. Elle vous a permis d'évoluer jusqu'à nous offrir 4 romans, pas moins que ça, et puis aussi des ouvrages qui font référence à l'histoire de la science et qui vous ont valu d'ailleurs un prix. Donc il y a quelques années, en 2015, vous avez été primé pour 3 ouvrages consacrés à la science. Oui. C'est des ouvrages sur l'histoire de la médecine et le traitement de la douleur de la médecine arabe et la médecine moderne, le cœur dans la médecine arabe et sur Ibn Rushd, un ouvrage sur Ibn Rushd qui a été primé. Voilà, donc c'était en 2015 le prix Charles Bortoli de l'Académie des sciences et lettres et des beaux-arts de Marseille qui vous a décerné cette consécration. Donc vous continuez donc d'écrire. Après Staten Island, est-ce qu'on peut attendre un prochain ouvrage? Est-ce qu'il y a déjà un début de gestation pour quelque chose? Une gestation, oui. Peut-être prochain sera un roman qui dont l'histoire se déroulera ici à Alger, donc peut-être durant la guerre de libération. Donc, on laisse le voyage pour une autre fois, et là, ça va être ancré dans la société algérienne. Oui, vous êtes, je disais, donc auteur et poète, mais c'est vrai que vous comme vous le disiez tout à l'heure, vous faites appel à tout un imaginaire issu de votre vécu, de vos lectures, de l'environnement, d'un tas de sources, justement, d'inspiration et de muse. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Que pensez-vous, Mahmoud Arwa, de l'avènement de l'intelligence artificielle dans la littérature? Vous qui avez pris part à plusieurs rencontres dédiées à cette thématique. L'intelligence artificielle, elle a ses bons et ses mauvais côtés. Donc le bon côté, c'est qu'elle nous permet d'accès à des informations rapidement, faire notre recherche. C'est ce qui m'a permis, par exemple pour le roman, de partir aux États-Unis, de visiter, de voir des youtubeurs, de marcher dans la ville, de monter dans le ferry. Oui, certaines applications permettent des visites virtuelles. Il y a aussi des correcteurs, les programmes qui nous aident beaucoup, qui nous font gagner beaucoup de temps. Déjà, ça, c'est le côté positif. Ça, c'est le côté positif. Alors, le côté, je ne sais pas si c'est négatif, mais c'est-à-dire ce qu'on appréhende aujourd'hui, c'est que cette intrusion de l'IA dans le milieu culturel. On se demande est-ce que cette IA va remplacer l'artiste, le peintre, ou le poète ou l'écrivain. Est-ce qu'on se dit est-ce qu'elle peut aller à l'instar d'un écrivain écrire une histoire qui va susciter en nous des émotions. Donc c'est ça qui fait la différence entre la machine et l'homme. Et l'homme, grâce à son intelligence, il est capable de créativité, d'innovation. C'est ça qui fait son originalité. Absolument. Et il peut... c'est la créativité à partir c'est des créations, quelque chose de nouveau qui n'est pas lié à l'existant. Et l'innovation, c'est à partir d'un existant qu'il va améliorer. Et aussi, il s'appuie sur son vécu, sur tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, tous les événements importants et tout ça, qui fait la différence entre l'IA. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnages un peu malhonnêtes qui vont puiser dans l'intelligence artificielle au lieu de...
et se placer dans un marché littéraire. Et ça, c'est là le danger, parce qu'on peut commander sur l'intelligence artificielle un ouvrage en donnant des directives et en choisissant des styles d'écriture ici et là, et demander une fusion, et l'intelligence est capable de faire. C'est possible, on peut lui demander d'écrire un poème et on aura un poème tout de suite, ou dessiner un tableau. Mais c'est comme si on me donnait, par exemple, un portrait à dessiner par Modigliani ou Van Gogh. Ce sera toujours différent parce que chacun a sa vision, sa propre vision des choses. Et pour l'intelligence artificielle, quand on veut lui demander un projet, elle va choisir dans son programme tout ce qui a été emmagasiné dans sa mémoire. Oui, absolument. Donc il n'y aura pas de créativité. Je ne sais pas, pour l'instant. Absolument. Mais c'est ça. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un cadre législatif, il faudrait qu'il y ait une éthique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si on a un livre qui sort, écrit par l'IA et un autre être humain, il faudrait qu'on sache. Est-ce que les gens vont acheter un livre s'ils savent d'avance que le livre a été écrit par une machine? C'est ça le problème. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils nous trompent. Ils mettent un nom d'auteur, ils disent voici un livre, il a écrit ce livre, alors que c'est fait par ordinateur. En tout cas, je pense que l'intelligence artificielle ne nous aurait jamais donné le traitement de la douleur, de la médecine arabe. Donc, c'est un de vos ouvrages, de la médecine arabe à la médecine moderne. Ibn Rushd, le médecin, et le cœur dans la médecine arabe. Ça a été les ouvrages qui vous ont permis d'accéder à cette consécration dont on a parlé tout à l'heure. Mais vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Je rappelle un petit peu aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Donc l'ensemble un petit peu des ouvrages, à part Staten Island, vous êtes l'auteur, je rappelle, je prends la page là où il faut. Voilà, Fenêtre sur rêve. Donc c'est un recueil de poésie, le premier, donc c'était le coup d'envoi de la carrière littéraire. Vous en rappelez encore? Oui, c'était en 98. Parce que c'était difficile, j'ai fait de certains comptes d'auteurs, c'était pas facile. Mais mon premier livre publié, c'est en 2009, Comme un boomerang, c'est un recueil de nouvelles. Oui, Comme un boomerang qui a été très bien reçu par la critique. C'était la première nouvelle que vous avez éditée au compte d'Alpha, donc c'était les éditions Alpha en 2009. L'enfant qui ne pleure jamais aussi a marqué les esprits. C'était un roman récit donc aux éditions Lazhari Laptan en 2011. Il y a une deuxième édition en 2019. Il y a une réédition en 2019, très bien, excellent. Et Ibn Rushd, le médecin, on en a parlé tout à l'heure. Un ange chez McDonald's. C'est un roman donc sorti aux éditions Livres. Ça rappelle un peu Staten Island, il y a un peu de fantastique. L'histoire, ça se passe en Allemagne, il y a une question d'ange, réincarnation. Voilà, et puis il y a eu donc Staten Island qu'on vient de présenter. Et Sentiments sous anesthésie. Sentiments sous anesthésie, un petit peu qui fait référence à votre métier donc à la base. Et on a été ravis en tout cas de présenter Staten Island avec vous ce matin et de donner envie peut-être aux téléspectateurs de cette matinée de découvrir cet ouvrage signé Mahmoud Arwa. C'est un roman donc sorti à quelle maison d'édition? Dar el-Fayrouz. Dar el-Fayrouz, tout à fait. Dar el-Fayrouz, que je vous invite vivement à découvrir ce matin. On a été ravis d'en parler avec son auteur, Mahmoud Arwa. Merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de venir ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, bon vent pour la suite. On attend ce qui est en gestation avec plaisir. Merci pour l'encouragement. Merci à tous ceux qui sont avec nous. On continue de parler de littérature, cette fois-ci avec Kamel Mehdi, rencontré par notre reporter Samira Hadjamar. On revient juste après pour parler du Festival international de la bande dessinée. Merci. J'ai entendu parler de Abdallah Ben Khéréou dans les années 80 pour la première fois. Et c'était par le biais de deux femmes dans une soirée. Une vieille a commencé à réciter un poème, un très long poème de Abdallah Ben Khéréou. Bon, je n'avais rien compris à ce moment-là, d'autant plus qu'elle récitait très rapidement. Et après, ma belle-mère et mes belles-sœurs m'ont parlé de Ben Khéréou. Elles m'ont raconté un petit peu son histoire et je n'en revenais pas. De ma gazelle, je n'ai point de nouvelles. Je reproche à Mebrouk
d'avoir manqué à sa parole. Pourquoi mon confident ne me répond-il pas? Pourquoi ces lettres ne me parviennent-elles pas? Ô toi qui gardes ce cheval docile. Elles m'ont parlé d'un poète qui était amoureux d'une fille de Béchara, qui avait un palais et que le Béchara avait refusé de la lui donner en mariage et qui l'avait fait exiler. Et je me suis dit, tout ça existe chez nous alors que je n'en avais jamais entendu parler. Personne ne m'avait raconté cette histoire. On ne l'avait pas étudiée à l'école. On nous avait parlé de Roméo et Juliette, on nous parlait de Christian et Iseult, on nous parlait de Qaïs ou Leïla, mais une si belle histoire, quelque chose, et bien de chez nous, c'était fabuleux. C'est avec et par ces mots qu'Amel El Mehdi est tombée amoureuse du poète Ben Kriou, de l'Arwat et des mots d'amour qui résonnent dans tout le Sahara et à travers toute l'Algérie, aujourd'hui encore. J'ai ressenti, vous savez, quand j'ai écrit son histoire, j'étais tellement dans la peau de ce personnage. Une fois, mon mari m'avait appelé et j'étais tellement dans l'histoire je lui ai dit oui, Abdallah. Je vous assure. C'est pour vous dire à quel point j'ai été touchée par cet homme, par ce personnage, par sa vie, par sa souffrance, quand vous lisez l'histoire, comment sa femme, enfin sa bien-aimée est morte à Aïn Mavé, déprimée, très jeune. C'est une histoire vraiment tragique qui mérite d'être connue. Fatna Zanouniya, voilà. L'exil et le bannissement au nom de l'amour. Le poète Abdallah Ben Kriou a dû renoncer jusqu'à prononcer le nom de sa bien-aimée, Fatna, et c'est comme ça qu'il a inscrit son nom dans le livre des hommes pour l'éternité. Merci à Samira Hadj Amar pour cette belle rencontre avec Amel Mehdi. Et puis nous allons continuer de parler de littérature, mais autrement à travers le 9e art, les bulles, entre autres, qui vont revenir en force lors de la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Et nous avons le plaisir de retrouver un ami, un habitué du plateau, Djaoudet Guessouma, qui porte la casquette du directeur artistique dans l'organisation de cet événement et qui nous fait le plaisir d'en parler ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va, Djaoudet? Oui, ça fait plaisir. Ça faisait un moment? Oui, ça va, bien, les vacances. Les vacances, c'était cool. On va revenir petit à petit. Oui, voilà. mais un retour vraiment marqué par cette organisation de la 15e édition du FIBDA, dont on va parler tout de suite, le temps de dire bonjour à votre acolyte habituel, Yazid Aït Mahidi. On parle en mode de oui. Les onomatopées, ouais. Avec plaisir. Moi, je continue d'utiliser sniff dans mes messages. C'est ce que je retrouvais dans les BD quand j'étais jeune. Et en tout cas, j'adorais lire les bandes dessinées étant jeune. Et donc, j'imagine votre plaisir, vous qui êtes artiste, peintre, plasticien, donc qui êtes aussi dans cette façon très spontanée de peindre. Et aussi, vous êtes dans l'exercice de l'écriture. Vous êtes auteur aussi, Djaoudet Guessouma. Donc, quel plaisir d'être dans cet art qui concilie les deux. Oui, bien sûr, surtout qu'avec l'expérience un peu qu'on a aux Beaux-Arts, dans le milieu de la culture algérienne et même d'ailleurs à l'étranger, c'est un plaisir, un honneur d'accompagner justement ces jeunes artistes et le public aussi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens. Le FIBDA est quelque chose de rassurant pour les jeunes artistes et pour les artistes même confirmés, parce que c'est un espace qui rassemble toutes ces énergies. Et c'est très, très, très important. C'est une belle rencontre annuelle qui a vraiment réussi à instaurer une pérennité, donc grâce aux efforts des uns et des autres, et comme vous le dites, qui est aussi soutenue par les auteurs. Oui, bien sûr. Là. Cette année, donc, vous avez des auteurs remarquables qui prennent part à cette année, c'est la 15e édition.
Donc le festival, ça y est, il est installé comme étant quelque chose de traditionnel qui revient de coutumier. Et donc c'est important, oui, donc parce qu'on a une attitude un peu complète, un peu systémique, c'est-à-dire qu'on a des conférences, on a 16 conférences quand même de haut niveau. Hein, c'est quand même, on a des gens qui viennent du Japon, c'est des sommités, c'est-à-dire qui sont à l'université, on a des films d'animation qui viennent du Japon, qui sont de stars vraiment mondiales, des stars mondiales de la du Japon. Donc on a aussi un travail fabuleux, une autrice tunisienne qui travaille sur Kulthum, donc c'est très beau. On a un travail d'adaptation sur Yasmina Khadra, 2 romans de Yasmina Khadra. Que le jour doit à la nuit, paraît-il. Le scoop, c'est que Yasmina Khadra, la dernière fois, a fait une réflexion sur les adaptations cinéma qui n'étaient pas très satisfaisantes. Et elle est plus satisfaite par les adaptations BD. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous, un honneur, justement, d'offrir ce champ. Il sera présent. Yasmina Khadra sera présent, non? Non, il n'y sera pas? Si, normalement, si tout va bien, il sera présent. Voilà. Débrouillez-vous, vous venez tous les jours et après, et vous saurez. vous le verrez un jour. Ça, je peux. Ça, c'est sûr. En principe, il a promis qu'il allait venir. Moi, j'ai vu l'adaptation au cinéma de Ce que le jour doit à la nuit. Je ne sais pas si Yazid a découvert. Oui, bien sûr. Elle est très belle, cette adaptation. Elle est magnifique. Mais c'est-à-dire que le film c'est une adaptation libre. Et je pense que lui, il n'a pas été très là. La dernière fois, il avait fait justement une interview où il avait dit qu'il n'était pas très... Mais bon, après, il a dit qu'il laissait justement l'opportunité au réalisateur, justement. C'est une fiction. Donc, absolument, mais qui est très bien tournée en tout cas. Il y a aussi Cuba, je pense, qui sont Cuba, non? Oui. Non, Cuba cette année, ils ne seront pas là, mais il y a par contre le Canada qui va venir avec un auteur. Il y a les Américains qui viennent aussi en force avec Sean Martin Bull qui a dessiné quand même Batman, Alita Martinez qui a dessiné Black Panthers et qui a aussi dessiné quelques héros algériens. Entre Touareg et tout, c'est quand même pas mal. Et aussi Sarah Oulé qui a dessiné Pirate, c'est-à-dire une héroïne pirate, et c'est en même temps une corsaire qui est beaucoup inspirée d'Algérie. Donc ça va être très intéressant. Il y a aussi Kiyomi Koizumi qui va venir faire des gars, ils vont venir faire des workshops au Beaux-Arts, c'est assez spécialisé, mais ils feront des conférences aussi au sein du FIBDA. Donc l'Esplanade sera un espace de grande fête. Il y a aussi Pascal Génaud qui est un auteur quand même qui est il a fait beaucoup de workshops en Algérie pendant les FIBDA précédents. Et là, il a un travail sur Pascal Bourdieu, qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie et tout. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Évidemment, il y a des espaces gaming, il y a un espace qui s'appelle, enfin je ne peux pas citer la marque puisque c'est une marque de tablette, mais qui vont faire des exercices. L'espace gaming prend de plus en plus de... Ah oui, l'espace gaming, il fait 200 mètres carrés. Et cette année, il y a des exclusivités de jeux qui sortent en octobre. Ah, excellent. Donc, il y a le gaming et le cosplay. Le cosplay, donc tous les jours, il y a une partie qui sera faite sur scène où il y aura la présentation des concours. Chaque jour, il y aura peut-être 4 ou 5 costumes qui seront présentés avec évidemment les normes du cosplay international. Et ça va être une très belle fête. Il y a des concerts de musique qui seront cette année illustrés par des bandes dessinées. Très bien. Il y a des expositions, il y a 107 quand même travaux d'exposition. Il y a un hommage à Najib Berber qui nous a quittés, qui est bédouiste. Cette année, il n'y a pas de Il y a Mqidèche aussi qui est à l'honneur, non? L'invité d'honneur, c'est Mqidèche justement, qui est un personnage surréaliste, parce que les gens ne savent pas, ils croient que c'est un personnage un peu qui transcende le temps, qui transcende les choses, qui transcende la nature, tout ça, et qui est dessiné par Hamd Haroun, depuis 1969, où la revue Mqidèche a justement émergé, et on était vraiment fans de tous ces choses-là. Parce qu'il y avait
Nadir Assari, il y avait Redouane, il y avait plein de héros qui dessinaient. Il y avait vraiment Slimane Zridour, il y avait beaucoup de gens. Il y a aussi un travail sur Melouah. Il y avait vraiment il y a aussi donc Abir Gasmi, Kamal Zakour qui vont parler un peu d'adaptation du roman. Il y a Abir Ouslati qui va travailler avec sa collègue. Slim. Sur aussi il y a des hommages, c'est-à-dire un peu partout. Il y a aussi un super travail sur Kulthum. Donc à découvrir sur place. Puis les éditeurs, ils ont cette année, on a offert l'espace gratuitement. Donc voilà, donc les éditeurs BD, il y en a à peu près 11, 10, 11. Il y a aussi des BD qui ont un rapport avec l'histoire de la Révolution. L'histoire de la Révolution, il y a un atelier par exemple avec la conteuse Amina Mhaïlia. Cette année, on l'a adoptée avec nous. Voilà. Elle va faire un atelier sur Dessine ton héros. Et donc, elle va adapter, c'est-à-dire le récit, en bande dessinée, enfin, je pense que ce sera 2 planches. Puis il y a Abbas Kibir qui va parler du 17 octobre. Il y a voilà, il y a Zahari Leptar qui va parler un peu de l'histoire de la BD de 1962 à 2022. Il y a le Fumetti italien. Là, le B.A.B.A. de la BD avec Kamal Bentaha qui va parler de la BD Amazigh qui commence, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. C'est plaisir. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc c'est une immense fête et voilà. Et donc tout le monde est bienvenu. Je suis tenté de dire bonne fête. Hein. Puis on va baigner dans toutes les écoles en fait de BD, de comics américains, les bulles, le Congo, le manga, le Congo, le manga aussi, avec Santa Kakeze, Najib Barba, Youssef Hadraoui, beaucoup de jeunes aussi auteurs algériens. Moi j'aime beaucoup la touche africaine. Oui, c'est une BD très particulière, très chaleureuse, très sympa. Voilà, non, c'est très intéressant. Elle est très active, la BD africaine, je veux dire subsaharienne, très active, très présente, donc ça fait toujours plaisir. Puis il y a les auteurs algériens, Mohamed Boudjella, Youssef Hadraoui, Abbas Kibir, tous ces gens-là seront bien sûr présents. Puis il y a des ateliers très importants à l'École des Beaux-Arts, et puis des ateliers au sein du FIBDA, avec justement, tous les étudiants des Beaux-Arts. Il y a des horaires particuliers pour les ateliers ou les ateliers, je pense qu'ils vont commencer le matin de 10h à midi ou de 9h à midi, puis après l'après-midi de 14h à 16h. D'accord, très bien. En excellent. Général, voilà. Mais en tout cas, c'est tellement riche que voilà, chacun trouvera son... Puis même les goodies, les espaces goodies avec figurines, posters, toutes ces choses-là, en général, ça attire aussi beaucoup de monde. On aura des espaces pour le matériel avec des réductions et des ateliers. Tous les jours, il y a un prix pour les enfants. Donc voilà, ils sont les bienvenus. Je pense qu'il y a aussi un opérateur qui nous a aidés, qui va prendre en charge ça. Et donc il y aura toujours un prix du meilleur dessin par jour. Donc pas mal. Ah bah, c'est pas mal. C'est dire que cette édition a un cachet particulier. Elle a été dédiée essentiellement à la jeunesse. Oui, à la jeunesse, à travers un héros qui est jeune. Voilà, à Mqidech, il y a beaucoup de travaux. Et puis bon, il y a plein de gens, je sais, qui vont venir, qui vont voir exposer. Il y a des moments, je donne un conseil à une personne et je me retrouve devant 30. Et donc, il y a une espèce d'effet d'entraînement des gens et tout qui est très intéressant. Donc, les gens viennent en famille, ils viennent se divertir, ils viennent trouver du sens, ils viennent trouver des choses, rencontrer aussi des stars de la BD mondiale. Et de la littérature. Et de la littérature aussi. Cette année, vraiment, on a vraiment beaucoup ouvert à la littérature aussi. C'était très important parce qu'on doit former aussi nos jeunes étudiants à l'écriture. Ils savent très bien dessiner, ils savent organiser des choses, mais l'écriture, c'est très important aussi de pouvoir raconter, de pouvoir élaborer un récit. Et donc voilà. Quoique Z-Link avait développé déjà toute une démarche en faveur de la derja, du langage vernaculaire, etc. Donc c'est pas mal comme point de départ.
Mais c'est vrai qu'il faut renforcer les capacités. En tout cas, on a dit beaucoup de choses sur l'organisation, sur le programme, un petit peu, on a donné des grandes lignes du programme, mais en revanche, on n'a pas dit quand, on n'a pas dit où. C'est essentiel. Oui, c'est important. Hein. Dans le journalisme, les 5 questions, c'est important. Est-ce qu'on prend le métro, le téléphérique, le bus, le train 11 Tout ça est valable. D'accord. Vous pouvez même atterrir en hélicoptère sur l'esplanade de la... Donc là, vous avez invité des superstars. C'est du 4 au 8 octobre. Voilà. Donc d'ici mercredi prochain, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Donc le mardi, on sera encore peut-être en train de préparer des choses. Donc du 4 au 8, vous êtes les bienvenus toute la journée jusqu'à 19h. Et donc voilà, vous serez tous les bienvenus. C'est où? C'est à l'esplanade Il renforce la question. Voilà, l'esplanade de Riyad El Feth, en fait, c'est là qu'est né le FIBDA. Et voilà. Il a été une année, il a été délocalisé ou deux. Là, tout est regroupé au niveau de Riyad El Feth. C'est un village artistique, c'est un village de la BD, donc ça sera une immense fête. Vous êtes tous les bienvenus. Certains espaces sont payants, Jawdet Guessouma. Les espaces sont payants, c'est juste l'entrée. Oui. Après, tous les espaces à l'intérieur, conférences, gaming, éditeurs, tout ça est gratuit, puisque les gens payent déjà à l'entrée. Mais les étudiants sont les étudiants des Beaux-Arts, parce qu'on a une convention avec les étudiants des Beaux-Arts, c'est gratuit, mais bon, je pense qu'on fera un effort comme ça. Pour quelques étudiants. D'accord, très bien. Ça en cachette. Très bien, on dit rien, on vous laisse vous débrouiller à l'arrivée de vos invités. En tout cas, on a été ravis de vous avoir, Jawdet. Et Yazid, adopte l'attitude du penseur. Voilà, le penseur qui va nous amener au grand sud algérien. Donc on va parler des dates. C'est l'automne, oui, c'est un peu de la fraîcheur. Et on commence donc la saison des dates. Rappelons que l'Algérie dispose de 20 millions de palmiers, 170 000 hectares, c'est toutes les régions du sud-est, du sud-ouest d'Algérie, bien sûr Biskra, Loued, Le Mghayar, Tougourt, Ghardaya, Timimoun, donc toutes ces wilayas disposent donc de ce grand patrimoine qu'on retrouve un peu partout. Et puis il y a beaucoup de variétés. Certaines régions sont plus renommées que d'autres, à l'instar de Biskra, Sidi Oqba, et puis il y a beaucoup de variétés. Je pense qu'il y a plus de 50 variétés. Il y a on connaît Deglet Nour, on connaît le Ghars, on connaît Mesh Degla. Il y a également Boumakhlouf, il y a Chir, il y a El Menger, il y a Tizi Tizout, il y a Tankboukt. Donc il y a beaucoup de... Elle vient de Tombouctou, celle-là. Ça ressemble un peu je pense, dans la cérémonie de la Sbiba, il y a une tenue qu'on appelle le Tombouct. Parce qu'elle est allongée, peut-être. Voilà, je pense. Donc, et la wilaya de Biskra table sur, cette année, 4,2 millions de Kento, donc pour cette année. Et puis il y a plus pour ne pas oublier, 280 000 Deglet Nour, 571 000 Ghars et 957 000 Mesht Degla. Donc déjà la cueillette a commencé dans certaines régions comme Sidi Oqba, Chitma, Tolga, Borj Ben Azouz, ainsi que... À Ghardaya, ils ont une date qui est très particulière, que je n'ai pas retrouvée ailleurs dans le pays. Elle est grande et noire et translucide, transparente. On voit carrément comment on appelle ça, le pépin ou le grain, je sais pas. Oui, quand on voit le noyau à l'intérieur, ça c'est la Deglet Nour, elle est transparente. Non, ce n'est pas Deglet Nour, elle est noire. Endémique de Ghardaya. Elle est noire, elle est vraiment endémique de la région et quand, d'ailleurs, elle n'est pas propice à la conservation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout de suite la mettre au frigo et
elle ne peut pas être conservée plus longtemps que cette saison. Mais la Deglet Nour, c'est quand on voit le noyau à l'intérieur en train de vous faire un clin d'œil. Ça, c'est vraiment la Deglet Nour et c'est l'une des variétés les plus délicieuses au monde, en fait. J'adore. C'est number one, en fait. J'adore. Et simplement, il y a un problème, c'est la main-d'œuvre. Cette année, la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre est locale, parce que les autres ne savent pas monter, ne savent pas arpenter le palmier. Et puis il y a le chemroch. Le chemroch, c'est le métier, celui qui coupe en fait qui coupe un peu les troncs de palmier. Et ça, on ne le trouve pas. Justement, les gens savent très peu que le palmier, entre guillemets, est artificiel dans le traitement d'arbres. On le coupe toujours d'une manière Les gens ne savent pas et croient qu'ils grandissent. C'est pour ça que c'est des gens très spécialistes. Et au fur et à mesure, ils montent jusqu'à... Et pour avoir les bons fruits, il faut une personne pour transporter le pollen d'un arbre à un autre, de l'arbre mâle vers l'arbre femelle. Et ça aussi, ça ne se fait qu'avec la main de l'homme. La main de l'homme. Et des gens très spécialisés. Oui, il y a tout un savoir-faire. Ils sont de plus en plus rares. Oui, ils sont rares parce qu'il faut aussi une transmission maintenant. Je pense que la nouvelle génération ne s'intéresse pas, donc il y a des anciens qui restent, mais il n'y a pas beaucoup en fait. Donc ils trouvent des difficultés à dégager une main-d'œuvre qui peut en fait. Et c'est une spécialité à développer, pourquoi pas dans le monde de la formation professionnelle. Il devrait instaurer carrément une filière comme ça consacrée à cet art de la prise en charge du dattier, du palmier dattier, et ça c'est important. Et puis il n'y a pas uniquement les dattes, bien sûr les dérivés, en fait, le sirop. Même le noyau, on l'utilise aussi pour pas mal pour les cosmétiques, pour la confiture, etc. Donc on en utilise de plus en plus donc les dérivés des dattes. Très là, mais c'est bon, c'est savoureux. Il y a des gâteaux qui sont faits à base de dattes maintenant, beaucoup. Du chocolat. Industrialisé. Il y a aussi du chocolat. Oui, donc, du chocolat. Donc voilà, en fait, c'est ça. Et les dattes fourrées, c'est mes préférés. Miam, miam. Dattes fourrées aussi. J'adore. Donc en fait, c'est... Mais elles manquent à table. Yazid, vous êtes sanctionné. Oui, vous êtes sanctionné aujourd'hui. Vous ne nous avez pas ramené notre part de dates ce matin. Il vient de commencer la récolte. C'est vrai, je pense qu'il devrait attendre une semaine, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Oui, on peut y aller à Sahchouada. Il est gentil avec toi, ton acolyte. Il y a du côté en allant vers la mosquée Ketchawa, il y a des spécialistes qui font ça. Et puis à Bilkour mais aussi. À défaut, on a de belles images qui apparaissent à l'antenne à l'instant, qui nous montrent tous ces beaux régimes de dates et qui nous font saliver de bon matin. Oui, je les vois en marche arrière, moi aussi. Je vois ces dates bien. Elles sont bien. Elles n'attendent juste qu'une main pour les cueillir. Oui, il y a un autre chiffre, c'est que... je pense qu'en 2021, il y a eu 77 000 tonnes qui ont été exportées vers 75 pays. Et là, l'Algérie table sur 150 autres pays qui va importer la date algérienne, donc the delicious date of Algeria. Inch'Allah. Voilà. On souhaite vraiment bonne chance à tous ces cultivateurs, à tous ces agriculteurs qui nous permettent d'avoir cette savoureuse date. Merci aussi à toi. Merci. Merci à Djaoudet Guessouma. Rappelons que le FIBDA ouvre ses portes le 4 du mois en cours, donc pour 4 belles journées, une fête de la BD à ne surtout pas manquer au niveau du complexe de Riyad El Fath. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Merci pour votre attention. Donc, je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite des programmes de Canal Algérie, pourquoi pas. Donc, bonne journée à tous. Je vous embrasse et à très vite. À demain. Thank you.